Les premières toiles qu'on retrouve d'elle, elle a entre 16 et 18 ans, et on retrouve donc une Suzanne et les vieillards, qui est vraiment une des premières toiles, dont les premiers qui s'interrogent sur le travail d'Artemisia Gentileschi se posent la question, est-ce que oui ou non, elle a été soutenue et aidée par son père ? Moi, je trouve que c'est une question qui est très, très misogyne, et il faut savoir que dans tous les ateliers, les plus anciens aidaient les plus jeunes à travailler. Donc évidemment qu'un père qui voit qu'une de ses filles a autant de possibilités techniques que Artemisia Gentileschi, évidemment qu'il a quand même, Orazio Gentileschi est connu, a quand même une certaine pratique et a vraiment un travail sur le corps, la couleur de la peau, etc. Vraiment un travail assez intéressant. Donc évidemment que, puisqu'elle travaille dans le même atelier que lui, et évidemment qu'il va certainement l'aider. Elle a à peu près 16 ans quand il y a cette Suzanne et les vieillards qui est créée. Ce qui est intéressant dans ce Suzanne et les vieillards, que je vais vous montrer quand même, je l'ai en détail ici, je veux bien que vous le fassiez passer. Je vais le ressortir en petit. Ce qui est intéressant dans cette Suzanne et ses vieillards, c'est que les deux visages des 10 vieillards ne sont pas si vieux que ça, et qu'on va retrouver des corps qui sont très très grands, ce qui est assez rare, une qualité du travail de la peau qui est assez extraordinaire, que vous verrez au musée. Il y a encore des transparences, des fois il y a un peu de platitude, mais dans l'ensemble il y a vraiment des transparences assez belles, et puis des ressemblances assez étonnantes avec son violeur, puisqu'il est déjà dans les murs, puisque Orazio Gentileschi travaille avec Tassi, qui est un des, on va dire, spécialistes de la perspective, en tout cas à Rome. Il est très connu pour être assez bon là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans toutes les toiles d'Artemisia, de cette période romaine et puis florentine, dont on dit que c'est très très proche du Caravage. Caravage a bossé avec le père d'Artemisia, elle l'a peut-être connu, mais il est décédé dans les années 20 à peu près, donc elle a surtout vu son travail, vu ses peintures accrochées dans les églises du quartier. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que pendant très longtemps, elle supprime, alors qu'elle l'a appris, elle supprime tout le travail sur la perspective. C'est-à-dire qu'on va le voir surtout sur les deux tableaux emblématiques de Gentileschi, Artemisia, c'est alors c'est du caravagesque aussi, mais c'est assez intéressant de voir que, alors qu'elle bosse la perspective de, on va dire, 12-14 ans jusqu'à 18 ans, où il y a ce mariage obligatoire pour après l'éloigner de Rome, etc. Et on en reparlera au moment parler un peu du procès, mais même si, bon, je pense qu'il faut faire attention à comment on manipule et comment on psychologise un petit peu tout ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comment elle décide de complètement être hyper novatrice dans sa composition, dans ses compositions, et puis de supprimer tout le travail qu'elle a appris sur la perspective. Donc ça, on y reviendra avec les deux trois toiles suivantes. Donc ça, elle a à peu près autour de 16 ans. Ensuite, il y a donc toute cette période où elle va passer 3 mois d'horreur, puisqu'elle subit des supplices pour voir si elle a raison ou pas. Est-ce qu'elle a été violée, est-ce qu'elle l'a pas été. Elle subit entre autres le supplice des ligatures, des lacis, des ligatures des doigts. Pour une artiste peintre, vous pouvez imaginer. Et elle n'avoue pas qu'elle n'a pas été violée. Mais ce qui est, si on voit un petit peu le procès, et franchement, moi je vous conseille de lire tous ces actes du procès. On peut se dire qu'au XXIe siècle, on est toujours dans le même point où il faut prouver en tant que victime et ayant subi des violences et des agressions sexuelles, il faut continuer à prouver qu'on avait vraiment
toute raison. On était enfermés, on n'était pas là où il fallait pas, on n'avait pas provoqué, etc. Et on a vraiment dans ces actes de procès, c'est d'une actualité absolument terrifiante. Voilà. Autour de cette toile qui s'appelle Yaël et Sisera, il y a une anecdote assez intéressante, c'est que Orazio, donc son père, travaille aussi une Yaël et Sisera, et que lui, il travaille de manière assez douce cette représentation où Yaël tient la tête de Sisera dans ses mains d'une manière assez, on va dire, affective. Et puis, notre chère Artemisia Gentileschi, elle est bien brute et elle décide de régler son compte à Sisera avec un énorme clou. Alors, au niveau de la composition, c'est aussi intéressant, c'est qu'elle peut décider, c'est vraiment très novateur, même aujourd'hui, elle peut décider d'avoir un fond très sombre, très brun, avec, vous le verrez dans le musée, une stèle très sombre en obscur au fond. Et puis, elle campe son personnage à droite, et puis elle a une grande, comme ça, une espèce de diagonale qui va prendre comme ça, c'est le corps de l'homme allongé. Et ça, c'est assez étonnant. On va retrouver aussi ça dans d'autres compositions. On l'avait dans Suzanne, avec cette jeune femme qui avait un buste penché, ce qui est assez difficile au niveau anatomique. Elle la compose sur le côté, et puis elle a au-dessus, elle a la stèle, elle a ce bleu symbolique qui peut être le ciel, mais voilà, qui va pas apparaître très souvent. Ces bleus-là, on va les retrouver à la fin de sa vie, mais au début de sa vie, elle utilise assez peu. Je crois qu'elle l'utilise pour la Suzanne, et puis ensuite elle va vraiment laisser tomber. Mais encore une fois, ce qui est intéressant là, c'est elle centre avec le regard, et puis regardez, très souvent elle travaille beaucoup avec les mains, et elle donne vraiment un mouvement avec les mains. Là, on a vraiment un cercle avec ce bras comme ça, et puis les deux, l'autre main ici, la courbe comme ça. Et on va retrouver ça. Elle joue énormément avec les bras et avec les mains. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette toile ? C'est assez étonnant, encore une fois. Elle choisit, alors elle est grande, elle est très très grande, elle choisit de mettre en premier plan une femme de dos. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez étonnant. Alors, elle était très très experte dans tout ce qui était drapé, c'était assez étonnant. Donc, elle a en premier plan la dite servante de Judith. Elle choisit de la mettre de dos. Qu'est-ce qu'on a en premier plan ? On a le tissu, la coiffe de la jeune femme. On a un croisé de corset, et puis on a ce profil, ce trois quarts, qui part dans l'ombre presque hors cadre. Et puis, vous regarderez au musée, parce que c'est vraiment très très beau, vous avez, presque hors cadre aussi, les doigts de Judith qui tiennent l'épaule, très doucement, qui tiennent les épaules de la jeune femme. Donc vous avez un travail qui est, hyper novateur, puisqu'elle décide quand même de travailler sur un dos et de travailler sur du tissu plutôt que sur un corps plus dévêtu. Vous avez la tête d'Holoferne, là aussi, qui est assez exsangue et qui est complètement dans la diagonale du bras de la jeune femme. Et puis vous avez, pour amener le visage de Judith, vous avez ce bras en diagonale de la jeune femme. Intéressant, vous regarderez aussi au musée, c'est le pommeau de l'épée, du sabre ou de l'épée, moi je dirais plutôt une épée. C'est vraiment une tête de monstre qui est en train de crier, qui a vraiment un personnage monstrueux. Alors, elle était très experte aussi dans les bijoux, dans les coiffures, dans les couleurs de peau, on l'a dit, et puis elle avait une couleur fétiche qui était l'ocre mordoré, l'ocre jaune, qui était vraiment aussi très beau. Alors, je ne crois pas l'avoir, on a un autre duo comme ça que vous verrez au musée, qui est des deux visages de femmes qui sont aussi très jolies et qui s'embrassent. Et là, de la même manière, on a quand même... Alors, c'est souvent un autoportrait. On va revenir aussi sur
quels étaient les modèles des artistes à l'époque, une femme peintre avait interdiction de se retrouver seule avec un modèle, surtout un modèle masculin. Ça a perduré. Si vous allez voir Morisot, c'est à peu près la même chose. Une certaine classe sociale de femmes n'avait absolument pas de droit et n'avait pas les moyens de toute manière, mais même si elles avaient les moyens, de se retrouver seules avec un modèle et un modèle masculin. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont travailler sur leur propre corps. Donc Artemisia, de toute manière, il faut savoir qu'elle a été le modèle de son père, que quand même les féministes ont très tôt parlé d'incestualité entre père et fille, même s'il n'y avait pas eu de passage à l'acte dans l'agression sexuelle. Ça, c'est quand même des choses qu'on retrouve. Elle a donc posé nue très très tôt pour son père, et on retrouve des traces de ça avec de simples drapés. Et puis ensuite, donc, elle va utiliser son propre corps, ce qui est analysé à des moments donnés par des féministes, mais aussi par des critiques plus ou moins, on va dire, respectueux du travail d'Artemisia Gentileschi. C'est que, ayant été violée, elle n'a plus aucun, on va dire, pudeur sur son propre corps. Alors si on analyse en tant que féministe, c'est vrai le fait que quand on a subi des agressions sexuelles, on peut avoir complètement une dissociation au niveau de son propre corps, ce qui est une réalité pour énormément d'entre nous. On peut dire quand même que analyser ça en tant que critique sans mettre, on va dire, sans mettre en amont tout ce vécu, mais aussi le fait que la situation sociale des femmes qui sont peintres est une situation très très cadrée, dans le sens où elles n'ont absolument pas le droit d'aller dans les ateliers, ou très très peu, avec l'aval du mari, qu'elles ont très peu les moyens de le faire, qu'elles ont interdiction de travailler sur les écorchés. Bon, si on prend tout ça, elles ne peuvent pas s'acheter de chevalets, de toiles, etc. C'est les maris ou les pères. Voilà, les maris et le père. D'où le fait aussi de se marier. C'est important de se marier avec un peintre.